Tu veux sortir boire un verre ce soir? Merci, mais en fait, je suis sobre maintenant. Ah, d'accord, pas de souci. Je peux te demander pourquoi? Je vais te montrer. J'ai été sobre pendant quelques années et puis, je me suis dit, tu sais, j'aimerais juste boire comme une personne normale. Je voulais prendre un verre de vin au dîner, etc. Et pendant un moment, j'y suis arrivé, environ 8 ans. J'ai honte du nombre de fois où j'ai arrêté puis recommencé. J'en étais arrivé à un point dans ma vie où je me suis dit, il faut que ça s'arrête, parce que mes gueules de bois devenaient ridicules et me paralysaient pendant toute une journée. Alors, j'ai arrêté. J'ai lu un livre et ça a été la fin. J'ai bu ma première bière à 11 ans. C'est l'un de mes cousins qui me l'a donné. C'est cette histoire terrible que tout alcoolique raconte, et s'ils ne le font pas, ils mentent. Tu deviens juste une personne horrible. Tu deviens égoïste. Même en petite quantité, l'alcool fait du mal à tout ton corps. Pendant de nombreuses années, le discours dans ma tête était, ça te contrôle, tu ne casseras jamais ce cycle. Tu es prisonnier de ta propre faiblesse. L'addiction, c'est vraiment tout ce qu'on fait ou utilise de manière compulsive pour se sentir mieux, mais qui a des conséquences négatives. Pour la première fois peut-être, je suis fier de moi de ne pas avoir abandonné mes efforts. Parce que c'est démoralisant d'être réellement impuissant face à quelque chose. C'est démoralisant et tellement difficile. Si tu arrêtes de boire pendant 30 jours ou même si tu réduis ta consommation, ce qu'on constate, c'est que les gens vivent plus longtemps. Leurs reins se régénèrent, l'artériosclérose est inversée, et ils gagnent en énergie, ils perdent du poids. Je savais que l'alcool était généralement mauvais pour la santé, mais je ne savais pas à quel point. J'ai commencé à boire de plus en plus chaque jour. Quand je rentrais du travail, je buvais juste pour m'effondrer sur le canapé. De mes 15 à 24 ans, j'ai bu et consommé tout ce que je pouvais pour faire face à la vie, et j'ai fini par me retrouver à Boston. À ce moment-là, mon addiction était devenue si grave que j'étais paranoïaque et j'avais peur de tout. Pour faire simple, on consomme pour une ou deux raisons, soit pour commencer à ressentir quelque chose, soit pour arrêter de ressentir quelque chose. Le chemin sur lequel je suis aujourd'hui, c'est celui que j'aurais aimé prendre depuis longtemps. Peu importe comment, tu finiras par ruiner ta vie. L'alcool pénètre toutes les cellules et tissus de ton corps. C'était un déclin progressif dans mes aspirations. L'alcool est tellement normalisé dans notre société. Il faut que tu trouves quelque chose dans ta vie qui en vaut la peine, quelque chose qui te pousse à ne pas te saouler et tout gâcher. J'ai bu en quête de bonheur, cherchant un style de vie qui, je pensais, m'apporterait cette satisfaction. Mais ce n'était pas le cas. Un jour, je me suis réveillé en me disant, « Waouh, j'ai beaucoup bu, mais je ne suis toujours pas heureux. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me souviens, au lycée, il y avait des conférenciers motivants qui venaient nous dire de ne pas toucher à la drogue. Mais ils ne mentionnaient jamais l'alcool. Et puis l'alcool s'est introduit dans ma vie. Tu pourrais te demander pourquoi les gens boivent trop. Si tu aimes l'alcool, c'est une question stupide. C'est ancré dans nos habitudes, c'est le ciment social qui maintient tout ensemble. Et ma mère n'arrêtait pas de me dire, c'est vraiment mauvais, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas finir comme ça. Plus de 3 millions de personnes dans le monde mourront cette année à cause de l'alcool, qu'il s'agisse de baby shower, baptême, semaine d'intégration, mariage, fête, funérailles, barbecue, célébration, et tout ce qu'il y a entre ces événements. Donc, elle était là, dans mon oreille, rendant tout ça tellement logique, de ne pas boire, et je regardais les gens se ridiculiser en buvant. On a été conditionné à croire qu'il n'existe que 2 types de buveurs, ceux qui ont touché le fond, dépendants à l'alcool, et tout le reste, les buveurs sociaux heureux, qui, de temps en temps, sont un peu légers et ne tiennent pas bien l'alcool. Tu fais des choses stupides quand tu es ivre. Tu te blesses, tu compromets ta santé, c'est vraiment dur pour ceux qui t'entourent. Tu deviens souvent un menteur, et ça détruit ta vie. Et là, tu te dis, ouais, mais c'est plutôt fun. Eh bien, oui, c'est vrai, mais il te faut quelque chose de mieux que ça. J'ai brûlé tous mes ponts, j'étais pratiquement inemployable, mes options étaient éliminées, ma vie était ravagée. Ma famille ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, j'ai perdu mes amitiés, je n'avais plus de chemin devant moi. En fait, la réalité est bien différente, c'est un spectre. Je te recommande fortement de descendre de cet ascenseur alcool, avant qu'il n'atteigne le fond. Mais moi, j'ai continué à creuser ce trou, de plus en plus profond, jusqu'au jour où j'ai eu ce moment que beaucoup de personnes en rétablissement décrivent, ce moment de clarté où j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre comme ça. Mon ascenseur avait touché le fond,
et j'avais atteint mon seuil de douleur. C'est ce qui m'a poussé à changer. J'en étais arrivé à un point où je ne pouvais plus tolérer la douleur de ma situation actuelle, et la peur du changement était moins douloureuse que ce que je ressentais à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a motivé à changer. Je suis allé dans un centre de traitement, où j'ai vécu pendant 100 jours, ce qui est assez long pour être en réhabilitation. J'ai fait ça parce que je savais que si je ne m'en sortais pas, ma vie était finie. Alors, j'ai pris cette opportunité au sérieux. J'ai réalisé que, malgré le fait que je me considère comme une personne intelligente, mes meilleures décisions m'avaient littéralement conduit à être interné. Et si je ne parvenais pas à apprendre à vivre autrement, à développer de nouvelles compétences et une nouvelle boîte à outils pour affronter la vie, alors il n'y aurait pas d'issue. Point à ce moment-là, ma vie était sur une pente dangereuse. Soit j'allais finir en prison, soit j'allais tuer quelqu'un ou moi-même. Mais maintenant, 1 an et demi plus tard, ma vie a changé de façon incommensurable. C'est une chose merveilleuse, et je dis à quiconque regarde ou écoute cela que, tu sais, il y a beaucoup de pression sur les jeunes, non pas forcément pour boire, mais pour chercher le bonheur en sortant et en se saoulant. Et, bien sûr, c'est amusant et tu passes de bons moments, tant mieux pour toi. Mais si ça ne fonctionne pas pour toi, si tu te réveilles souvent en te disant, je n'ai pas l'impression de m'amuser autant que mes amis, alors réfléchis Y. Ce n'est pas quelque chose que tu es obligé de faire, c'est tout ce que je dis aux gens. Ce qui est mieux, ce n'est pas forcément d'être clean et de ne jamais faire d'erreur. Ce serait comme imposer une forme de prohibition. Ce qui est mieux, c'est de te lancer dans une aventure, de trouver quelque chose qui te motive, qui te donne envie de te lever le matin. C'est ça le véritable substitut à l'addiction. On considère que boire de manière excessive, c'est consommer 13 verres ou plus par semaine. Par exemple, si tu bois 3 verres de vin chaque soir, ce qui revient à partager une bouteille de vin avec un ami, ton mari, peu importe, tu entres dans cette catégorie. Un alcoolique, par définition, c'est quelqu'un qui, en général, ne peut plus s'arrêter une fois qu'il commence à boire. Il va souvent boire jusqu'à s'évanouir, ou jusqu'à devenir dysfonctionnel, du genre où les gens disent « Mon Dieu, tu as du mal à parler, tu n'es pas en état de conduire ». Ils ont des amendes pour conduite en état d'ivresse, leur patron leur dit d'arrêter de venir au travail en gueule de bois. Mais un buveur excessif, c'est 13 verres par semaine. Si tu bois 6 verres par semaine et que tu es une femme, tu as 40% plus de risque de développer un cancer du sein. Si tu montes à 10 verres par semaine, ce risque grimpe à 70%. C'est incroyable. Alors, rien que pour les bénéfices sur la santé, on voit de plus en plus de recherches venant d'Angleterre qui montrent que arrêter de boire pendant 30 jours, ou même simplement réduire, et ce qu'on découvre, c'est que les gens vivent plus longtemps. Leurs reins se régénèrent, l'artériosclérose se réduit, ils ont plus d'énergie, ils perdent du poids. La plupart des choses que nous faisons par addiction, c'est pour engourdir notre anxiété, notre douleur, nos souvenirs traumatiques, ou notre inconfort dans les situations sociales. On a peur de ne pas s'amuser, de ne pas être intéressant, ou de ne pas être assez détendu. On se dit qu'on est plus fun, plus relax quand on boit, et c'est le grand mythe, je n'aurai pas une vie amusante si je ne bois pas. Ma mère, elle, a une manière de rendre ça vraiment logique de ne pas boire. J'ai beaucoup d'oncles, tantes, cousins et cousines qui étaient alcooliques ou drogués, et en les observant, je me suis dit, c'est vraiment pas beau à voir. Ça faisait vraiment déclassé, et je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi. Et ma mère me répétait sans cesse, c'est vraiment mauvais, tu ne veux pas finir comme ça. Elle était là, toujours dans mon oreille, à rendre ça si logique de ne pas le faire. Et moi, je regardais les gens se ridiculiser en buvant, et je me suis dit, oui, non merci. Quand j'ai envisagé d'avoir des enfants, je voulais demander à ma mère, tu étais tellement formidable, ni ma sœur ni moi n'avons jamais eu de problème. Nous n'avons jamais pris de drogue, jamais bu d'alcool, pas de problème, rien. Ma sœur, encore aujourd'hui, est une personne extrêmement droite. Alors, quand tu as essayé, qu'est-ce que ça t'a fait? Oh, l'alcool me donnait l'impression que je retenais l'envie de danser sur la table, c'était génial, et j'adorais ça. Mais je ne me permets pas de le faire, parce que ça ne correspond pas à mon envie de vivre éternellement. Il y a trop d'inconvénients. Mais ouais, c'est fun, alors je comprends pourquoi les gens se mettent dans des situations problématiques. Moi, je n'ai juste pas une personnalité addictive, donc pour moi, c'était facile de dire, ouais, c'est amusant, mais je peux peser le pour et le contre, et les inconvénients sont bien trop nombreux. Contrairement à de nombreuses substances et drogues qui se fixent aux récepteurs des cellules, l'alcool a des effets directs sur les cellules,
car il peut pénétrer directement dans celle-ci. L'alcool peut pénétrer dans de nombreux organes et cellules très facilement, et c'est ce qui explique en grande partie ses effets néfastes. L'éthanol cause des dommages importants aux cellules parce qu'une fois ingéré, il doit être transformé en autre chose, car il est toxique pour le corps. Et si tu penses que l'éthanol est mauvais, l'acétaldéhyde est encore pire. L'acétaldéhyde est un poison qui tue les cellules sans discrimination, peu importe lesquelles. C'est évidemment un problème. Le corps gère ce problème en utilisant un autre composant de la voie biochimique du NAD pour convertir l'acétaldéhyde en quelque chose appelé acétate. L'acétate, en revanche, est une substance que le corps peut utiliser comme carburant. Ce processus de conversion de l'éthanol en acétaldéhyde, puis en acétate, implique la production d'une molécule toxique. Encore une fois, l'acétaldéhyde est très toxique, et si le corps ne parvient pas à effectuer cette conversion suffisamment rapidement, l'acétaldéhyde s'accumule dans le corps et cause encore plus de dommages. Il est donc crucial que ton corps puisse faire cette conversion rapidement, et l'endroit où cela se passe, c'est principalement dans le foie. Les cellules du foie sont très efficaces pour ce processus, mais comme ce sont des cellules, elles sont exposées à l'acétaldéhyde pendant cette conversion, ce qui les épuise considérablement lors de la métabolisation de l'alcool. C'est l'acétaldéhyde, ce poison même, qui conduit à l'état d'ébriété. La plupart des gens ne réalisent pas que l'ivresse est en fait une perturbation toxique du fonctionnement de nos circuits neuronaux. Il n'y a pas de quantité d'alcool sans danger. Boire des boissons alcoolisées peut être nuisible pour notre santé. C'est la drogue la plus nocive pour la société dans son ensemble, et le risque augmente avec chaque verre supplémentaire. L'alcool est classé parmi les substances cancérigènes de classe 1, au même titre que le benzène et la fumée de tabac. Les autorités de santé canadiennes avaient précédemment déclaré qu'un risque faible correspondait à environ 10 verres par semaine. Or, ton risque de subir des effets néfastes commence dès 1 verre par semaine. Même avec seulement 7 verres répartis sur une semaine, il y aura une certaine dégénérescence de ton cerveau à cause de l'alcool. Certaines recherches sur les effets de l'alcool ont poussé à recommander une réduction à 2 verres par semaine. Dans les cultures occidentales, l'alcool est la drogue la plus nuisible dans l'ensemble, car elle est la plus largement consommée. Seulement un faible pourcentage d'individus dans le monde peuvent tout arrêter par eux-mêmes. Notre message principal est que, moins c'est mieux, en matière de santé, moins d'alcool est toujours préférable. L'alcool est l'une des principales causes comportementales de problèmes de santé, de décès, mais aussi de problèmes sociaux et de coûts économiques, allant des blessures et accidents au cancer, en passant par les maladies cardiaques et cardiovasculaires. Nous sommes devenus experts dans l'art de camoufler nos problèmes derrière l'alcool. Mais la triste réalité, c'est que seulement 10% des personnes souffrant de troubles liés à l'alcool cherchent de l'aide, et parmi ces 10%, seule une personne sur 10 réussira à obtenir un succès à long terme. C'est pourquoi je n'aime pas l'alcool ni les drogues. Parce qu'avec eux, tu n'es plus en contrôle, c'est une substance qui l'est à ta place. Et cela signifie que 90% des personnes qui souffrent aujourd'hui ne vont pas chercher de traitement. Pourquoi? Parce qu'on leur dit que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est arrêter et aller à des réunions pour le reste de leur vie. Nous ne disions rien et nous rentrions en voiture. Mon ami me dit alors, « Et Pat, pourquoi tu ne dis rien ?» Je lui ai répondu, « Pour être honnête avec toi, je te vois souffrir. » Finalement, j'ai avoué, « Je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais. » Et il m'a dit, « Tu as toujours le choix. » Ces mots ont tout changé pour moi. Nous avons commencé à discuter, mais cette conversation était humaine, sans parler de travail ou de chiffres. C'était une discussion sur les relations. Il m'a dit, « Je veux juste te voir sortir de cette situation. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu souffres, et j'espère que tu réalises que la vie a de la valeur. Je ne sais pas comment t'aider, je n'ai pas de méthode. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vu d'autres personnes traverser, que ce soit avec les AA ou d'autres programmes. » Il m'a alors demandé qui je voulais être, ce que je voulais faire. Nous avons eu une conversation entière à ce sujet, et il m'a dit, « Est-ce que tu sais que je t'aime? Tu penses que je tiens à toi? Tu penses que je veux le meilleur pour toi? Est-ce que tu veux qu'on reste amis sur le long terme? » À tout cela, j'ai répondu oui. Puis il a demandé, « Veux-tu changer? » Et là, j'ai bloqué. Car pour surmonter une addiction comme la mienne, il faut vouloir changer, et ce n'est pas facile à dire. Mais je voulais changer, je ne savais juste pas comment. Finalement, il a trouvé un moyen de s'en sortir et a complètement transformé sa vie. Ensuite, il m'a dit, « Tu sais, les gens sont conscients de ce que l'alcool peut faire, mais ils refusent de l'accepter. » Il y a 2 choses à dire à ce sujet. La première, c'est que les gens,
à un niveau conscient et subconscient, ont peur des autres drogues illégales parce que cela détourne leur attention des problèmes causés par l'alcool, à la fois à un niveau personnel et politique. Les politiciens adorent s'emporter contre une nouvelle drogue, car cela leur permet de faire quelque chose contre les drogues sans avoir à être tenus responsables de leur incapacité à gérer les problèmes liés à l'alcool. Ensuite, il a ajouté, presque toutes les familles en Grande-Bretagne, si tu observes sur 3 générations, ont quelqu'un qui a été endommagé par l'alcool, que ce soit à cause d'une addiction, de la violence, d'accidents de la route, ou parce qu'elles ont été victimes de quelqu'un d'autre en état d'ébriété. Presque toutes les familles sont touchées, mais on n'en parle pas, on cache ça sous le tapis. On sait qu'il y a un problème, mais on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, on est gêné. Nous sommes devenus experts dans l'art de cacher les problèmes liés à l'alcool. Il a continué, nous connaissons la pharmacologie de l'alcool dans le cerveau, nous savons ce qu'il fait. Pour un scientifique du cerveau comme moi, c'est fascinant, car cela permet de mieux comprendre les systèmes cérébraux. Les changements que nous observons expliquent les effets de l'alcool et sont pertinents pour toutes sortes de troubles, comme les troubles du sommeil, l'épilepsie, l'anxiété, la dépression. Cette drogue, que tu peux acheter dans un magasin, peut provoquer des changements énormes dans la vie des gens. Parfois, certaines habitudes deviennent des modes de vie, et certains modes de vie ne mènent pas aux bienfaits et aux merveilles que la vie peut offrir. Certains conduisent vers des chemins très sombres, dépression, anxiété, stress. Et si ces problèmes ne sont pas contrôlés, cela peut mener à des scénarios de vie très difficiles, comme ne jamais atteindre son potentiel, perdre son identité, sa dignité, et finalement se perdre soi-même. Il y a quelques années, j'étais dans une situation très sombre. On dit que la dépression vient de l'incapacité à se projeter dans le futur. Je ne voyais pas d'avenir, je ne savais pas qui je devais être. Je voulais être quelqu'un en particulier, mais je prenais toutes les mauvaises décisions. J'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment avec l'alcool, qui était mon combat à l'époque. Ce qui a commencé comme un « travailler dur », faire la fête, boire un verre, est devenu 2 verres, puis 3, puis une habitude quotidienne, puis une habitude 24 juillet, chaque week-end, jusqu'à ce que je me perde. Si tu ne fais pas attention aux habitudes que tu développes, elles peuvent devenir ton mode de vie. Sans m'en rendre compte, je m'étais enfoncé dans un trou sombre. Partout où je regardais, il faisait noir, et je me suis perdu. J'ai sombré dans un sentiment de dévalorisation et j'ai beaucoup souffert, sans que personne ne le sache. J'ai touché le fond, au point de presque perdre mon emploi, au point que certaines personnes ont dû avoir des conversations très dures avec moi. Certains amis ont dû supporter mes drames. On dit que les personnes qui souffrent font souffrir les autres, et c'est ce que je faisais, sans même m'en rendre compte.